Bon, eh bien, mes chers collègues, nous reprenons cet après-midi nos auditions pour la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Et je souhaite la bienvenue à Monsieur Donatien Levaillant, chef de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, la MIVILUD, que je remercie au nom de notre commission d'avoir bien pris le temps de vouloir répondre à notre invitation. Nous allons vous donner la parole pour une intervention liminaire d'au plus 10 minutes, qui précédera ensuite notre échange sous forme de questions et réponses, à commencer bien entendu par celle de Madame la rapporteure. Je vous remercierai au préalable de bien vouloir nous déclarer tout intérêt public ou privé qui serait de nature à influencer vos déclarations, si vous avez une rémunération quelconque ou une invitation par des acteurs du numérique voilà, avec des avantages en nature. Auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment et de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à activer votre micro, il est activé d'ailleurs, à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Je le jure. Je vous remercie et vous avez donc la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs. Voilà, vous m'avez donné la possibilité de m'exprimer librement pendant quelques minutes sur ce sujet donc de TikTok et de son influence sur les mineurs. De manière générale, je souhaiterais vous indiquer que donc la MIVILUD, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, a publié récemment un rapport d'activité et donc d'analyse des dérives sectaires. Dans ce rapport, en fait, nous faisons une large place aux menaces que constitue le numérique et notamment au préjudice des mineurs. Donc évidemment, il y a plein d'aspects positifs concernant le numérique, certainement, mais je suis surtout là pour parler des difficultés que nous avons pu relever, et notamment des phénomènes qui ne sont pas forcément aisés à identifier, et il est peut-être encore plus difficile de lutter contre ce type de phénomène, parce qu'il n'y a pas toujours d'infractions pénales qui sont commises, et pour autant, il peut y avoir des comportements qui peuvent prêter à réfléchir, voire à être préoccupés pour la santé des mineurs. Il y a beaucoup de nouveaux métiers et en tout cas de personnes qui estiment exercer un nouveau métier et qui pour autant ne peuvent pas justifier d'un diplôme qui serait reconnu par l'État ou d'une compétence particulière dans des domaines dans lesquels ils exercent une influence importante dans la vie de ces mineurs. Alors je pourrais citer les influenceurs notamment spirituels, mais pas seulement, les coachs de vie, les influenceurs de développement personnel, enfin toute personne qui, dans certains cas, peuvent présenter des compétences aléatoires. Il y a également la formation de communautés en ligne, et c'est un phénomène qui est quand même relativement nouveau, et nous n'avons sans doute pas tous les éléments de réponse efficaces aujourd'hui pour prévenir les abus qui peuvent être commis dans ce type de communauté en ligne. Dans un certain nombre de cas, le droit pénal exige des conditions, et c'est normal, quand on parle notamment de provocation directe, par exemple au suicide, pour prendre une infraction précise. Eh bien, lorsque vous avez un phénomène de foule ou un phénomène collectif de communauté en ligne, il peut y avoir une influence du groupe, une pression du groupe qui peut être préoccupante encore plus évidemment sur des mineurs. Donc ce phénomène des réseaux sociaux présente aussi cette nouveauté qu'ils peuvent atteindre des mineurs dans leur vie personnelle, à la maison, sans même que les parents, comme vous le savez, puissent en être informés, sans avoir toujours les moyens de contrôle, les connaissances techniques permettant de paramétrer l'outil pour sécuriser l'accès à un certain nombre de données. Donc il s'agit vraiment d'éléments très nouveaux. Dans les signalements que nous avons adressés au parquet, qui sont d'ailleurs en forte augmentation, puisqu'il y en avait 80, toutes matières confondues, tous âges confondus des victimes, 80 sur la période 2023-2024, et il y en avait 33 dans la période 2021-2022. Eh bien, dans ces signalements, il y a presque toujours une dimension numérique qui n'est souvent pas exclusive de rencontres physiques,
mais la dimension numérique est presque toujours présente. Et nous voyons donc des acteurs différents qui peuvent, comme je le disais, n'avoir aucune possibilité de présenter un diplôme et qui pour autant exercent une activité dans le domaine du bien-être, dans le domaine de la santé mentale ou des sciences occultes, de l'astrologie, enfin tous autres domaines d'activité, des coachs de vie pour les mineurs, des coachs de vie, des coachs sportifs, des personnes qui forment aux cryptoactifs, alors qui forment, en tous les cas selon leurs termes, et qui peuvent donner des conseils en matière également de placement financier. C'est quelque chose qui fonctionne beaucoup pour les adolescents. Et puis vous avez des influenceurs qui peuvent vouloir s'occuper de blessures intimes, parfois de difficultés de couple, de harcèlement, de chagrin comme la perte d'un parent, de relations conflictuelles avec des proches. Et ce type de comportement crée évidemment une forme de dépendance de mineurs à l'égard de ces personnes. Il y a des escroqueries évidemment qui peuvent être commises sur Internet, mais plus largement nous avons aussi ce phénomène des fake news, du complotisme qui s'est beaucoup développé et qui tend à relativiser pas mal toutes les formes de savoir et même à contester le monde de la science, le monde de la médecine, les pouvoirs publics, toute menace nouvelle qui appelle certainement de nouvelles réponses et une vulgarisation notamment sur le plan scientifique qui devrait être certainement largement développée avec l'aide évidemment des sachants. Au-delà de ces éléments, nous constatons aussi un phénomène de détournement des règles des réseaux sociaux, ou en tous les cas d'une utilisation qui peut être problématique des réseaux sociaux, avec le système par exemple de monétisation de certains contenus, par exemple sur YouTube, on parle de TikTok, mais il y a évidemment d'autres réseaux sociaux, et puis les micro-dons, donc pour en revenir à TikTok, avec ce système de signaux sonores, mais maintenant vous connaissez certainement tout cela bien mieux que moi, mais donc ce système de signaux visuels ou sonores et qui crée une ambiance et qui peut inciter à toujours donner plus dans une forme de show en quelque sorte, qui peut être problématique dès lors qu'on parle des mineurs. Et je ne voudrais pas être trop long, mais je souhaiterais également évoquer l'intelligence artificielle qui est une menace, mais qui peut être aussi une ressource qui peut être utilisée pour mieux identifier un certain nombre de comportements problématiques. Et puis une autre technologie dont on ne parle pas beaucoup, ou plus beaucoup, mais on va certainement en parler davantage à l'avenir, c'est le métaverse qui reviendra avec la possibilité de vivre des expériences subjectives et donc avec des possibilités nouvelles de manipulation et qui sont évidemment très problématiques dès lors qu'on parle de mineurs. Voilà les quelques éléments préliminaires que je souhaiterais évoquer. Simplement, là, j'ai évoqué les menaces que nous évoquons dans notre rapport d'activité. En quelques mots, vous dire également que donc la Miviludes répond aux personnes qui la sollicitent, qu'il s'agisse de demandes d'information ou de signalement. Ces demandes d'information, ces signalements sont en forte augmentation puisque nous avons plus d'un doublement depuis 2015, 2160 en 2015, 4570 en 2024. Donc nous parvenons toujours à y répondre, mais c'est vrai que c'est une forte sollicitation. Et il y a une stratégie nationale de lutte contre les dérives sectaires qui a été annoncée par le gouvernement en novembre 2023 pour la période 2024 à 2027 et qui comprend un volet numérique que nous nous efforçons de mettre en œuvre avec les moyens qui sont les nôtres et notamment avec des acteurs étatiques, que ce soit Pharos, Viginum, mais qui agit dans le domaine spécifique des manipulations de l'information, des ingérences au préjudice de l'État. Mais finalement, les manipulations de l'information, elles peuvent aussi concerner des individus. Donc ce sont des actions complémentaires avec l'ARCOM, qui est membre de notre conseil d'orientation, avec Pharos, mais aussi avec des associations, des acteurs associatifs de premier plan, comme e-enfance ou Génération numérique, pour ne citer que deux d'entre eux. Merci. Merci pour ce propos liminaire. Madame la rapporteure, vous avez la parole.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci de votre présence et d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je voulais peut-être qu'on puisse, d'une part, avoir un questionnement un peu général sur le lien, finalement, entre la vulnérabilité psychologique des individus et le phénomène de dérive sectaire. Est-ce que vous pourriez peut-être nous en dire un petit peu plus sur ce sujet? Et puis ensuite, en rentrant dans la question des réseaux sociaux, est-ce que vous identifiez-vous un phénomène de contagion sociale qui serait donc lié aux réseaux sociaux? Et puis en rentrant encore plus dans le détail, est-ce que vous voyez une particularité à ce que vous pouvez observer sur TikTok et sur les phénomènes de dérive sectaire qui peuvent être amplifiés via ce réseau social, via TikTok? Et puis peut-être encore une question sur la réglementation. Quel regard vous portez sur la réglementation actuelle, à la fois le DSA et son application? Est-ce que ça vous semble suffisant? Et est-ce que peut-être vous avez, vous, l'idée d'une réglementation qu'il faudrait renforcer pour pouvoir être un peu plus efficace sur la lutte contre les dérives sectaires, sur TikTok en particulier et les réseaux sociaux de manière plus générale? Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Alors, de ce que nous avons observé, en fait, s'agissant de l'emprise mentale, puisque c'est de cela dont nous nous occupons principalement à la Miviludes, c'est un terme d'ailleurs qui fait couler pas mal d'encre, parce que tous les experts ne sont pas forcément d'accord sur la portée du concept. Mais nous, ce que nous pouvons observer, c'est quelque chose qui avait d'ailleurs été expliqué par des chercheurs, c'est les différentes phases de l'emprise qui peut être très problématique par les liens de dépendance qu'il peut créer. Et la difficulté ensuite à s'en désengager pour les personnes qui sont concernées, et encore plus de mineurs. Il y a d'abord une phase de séduction qui fait que la personne est valorisée, on la met en valeur pour apporter des choses particulières, ou parce qu'elle serait douée de compétences que les autres n'auraient pas, ou qu'elle serait presque élue, etc. Et puis ensuite, il y a une phase d'endoctrinement qui peut se manifester, où finalement les anciens repères peuvent tendre à s'estomper, voire à voler en éclats selon certaines circonstances, selon certaines formes de pression, d'intimidation, d'utilisation du groupe aussi, qui peut être extrêmement efficace, y compris contre des mineurs. Et puis, donc ensuite, ça peut être l'adoption de nouvelles règles de vie qui créent un isolement, puisque les proches ne partagent pas forcément les mêmes idées. Et c'est souvent ensuite une forme de combat croyance contre croyance, où il y a un vrai risque de rupture entre les personnes, qu'elles soient d'ailleurs adolescentes ou majeures. D'où l'importance de garder toujours le lien avec les personnes concernées, quelles que soient les croyances qu'elles peuvent manifester, si étranges ou si préoccupantes elles peuvent paraître. Et puis, donc, à cette phase d'isolement peut succéder une phase de dépendance qui peut ensuite conduire à des choix qui ne seraient pas leur choix si elles étaient tout à fait libres et si elles avaient un consentement libre et éclairé, ce qui peut conduire à la commission d'ailleurs d'infractions pénales ou de comportements qui peuvent leur être préjudiciables. Et donc c'est ce qu'on retrouve de manière très fréquente dans le domaine des dérives sectaires, où finalement, sauf le leader du groupe, mais toutes les personnes reproduisent l'emprise qu'elles subissent et elles font vivre cette emprise à l'ensemble du groupe tout en étant victimes dans une certaine mesure. Donc c'est ce phénomène-là que l'on retrouve, y compris sur les réseaux sociaux, avec parfois une grande efficacité, puisque je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais nous avions au moins 2 signalements qui se passaient uniquement sur le plan numérique, alors qui ne concernaient pas TikTok.
il y a un autre signalement sur lesquels vous m'avez demandé de m'exprimer, mais en tous les cas qui peuvent causer évidemment beaucoup de difficultés. Je parlais tout à l'heure de la provocation au suicide. On a un cas de ce type que nous avions signalé à la justice. Dans l'autre cas, c'était du coaching d'entrepreneurs et qui mettait en œuvre toutes sortes de pratiques problématiques avec usage de stupéfiants. Il y avait même eu de l'emprise reproduite et avec des sommes financières extrêmement importantes qui avaient été versées à cette occasion. Donc je ne veux pas trop m'éparpiller sur la liste des questions que vous m'avez posées, mais vous m'avez parlé de la dangerosité, donc c'est peut-être ce premier point que je voulais évoquer. Excusez-moi, sur les deux autres points, si je vais les noter. Ouais. Je vous demandais si vous voyez une spécificité à TikTok, en effet. Et puis, ensuite, je vous interrogeais sur la réglementation. Quelle était votre opinion sur la réglementation actuelle, notamment le DSA, et si vous aviez peut-être, vous, de votre point de vue, des souhaits d'évolution en estimant qu'elle n'est pas assez, finalement, qu'elle ne vous permet pas assez de combattre efficacement les dérives sectaires aujourd'hui. Oui, je vous remercie. Alors, s'agissant de TikTok, donc j'ai rappelé tout à l'heure la possibilité de pouvoir faire des micro-dons qui peut créer une ambiance très particulière, hein, surtout lorsqu'il s'agit de mineurs qui sont en cause, même s'il y a une réglementation, elle peut être assez facilement détournée. Donc ça, c'est le premier point. En fait, ce qui nous fait réfléchir à ce qui nous préoccupe s'agissant de TikTok, c'est la manière dont certains mineurs peuvent être touchés. Nous avions un signalement qui concernait donc des mineurs, donc pour certains âgés de moins de 15 ans, et qui pouvaient, lorsqu'on mêle l'aspect réseau social avec un phénomène de célébrité, ou assimilé comme tel, eh bien, il peut y avoir un enjeu de dépendance très fort avec des mineurs qui attendent la manifestation du leader du groupe d'une manière ou d'une autre, et qui peut créer toutes sortes de difficultés sur le sommeil, les habitudes de vie, le chagrin. Voilà, nous avons été sollicités d'ailleurs par un gendarme qui nous indiquait qu'il y avait une tentative de suicide suite au comportement d'une influenceuse, d'une fillette de moins de 15 ans, et il nous interrogeait de savoir si nous avions travaillé sur son cas. Donc ça, ce sont des... Est-ce que vous pourriez développer juste cet exemple ? Oui. Oui, bien sûr. Excusez-moi. C'est un gendarme qui nous a sollicité et qui s'interrogeait sur le lien qui existait entre une tentative de suicide d'une enfant de 13 ans, addict, entre guillemets, c'était ces termes, à une influenceuse, et dont toutes les relations gravitent autour de sa communauté, et, selon ses propres termes, cette grande sœur virtuelle qui semblait l'avoir endoctrinée. Donc ça, c'était le premier cas que nous avions. Je vous ai parlé aussi alors peut-être pas tentatives de suicide, mais des provocations qui peuvent ne pas être directes au suicide, mais disons que le fait d'évoquer le passage à l'acte de ce type-là, donc j'ai un autre exemple, c'est une jeune fille qui indiquait, donc si elle parlait de l'influenceuse, je pense ne plus rester, puisqu'il n'avait plus de nouvelles de cette influenceuse, donc il s'en inquiétait. J'aurais pas la force, elle m'a aidé, comment tu veux, pardon. J'espère qu'elle reviendra en bonne forme. Je suis en pleurs depuis ce matin. Je vais pas bien en ce moment. Voilà. Bon, et on pourrait multiplier des exemples, puisque une autre jeune fille avait indiqué, donc au sujet d'un membre de la communauté, elle postait donc sur le réseau social ne plus vouloir se nourrir car l'influenceuse avait désactivé son compte, évoquant l'hypothèse du suicide de l'influenceuse. Une autre écrivait donc si elle le fait, je le fais. Voilà.
typiquement le genre de propos qui évidemment sont préoccupants. On n'est pas dans le domaine forcément du droit pénal puisqu'il n'y a pas de provocation directe, mais il y a un phénomène d'inquiétude qui peut confiner à la panique ou en tous les cas des sentiments de désarroi extrêmement forts et qui sont renforcés très probablement par les échanges au sein de la communauté elle-même et donc avec une forme de surenchère et voilà, y compris dans les propos qui peuvent être tenus par de très jeunes filles. Évidemment, ça pourrait être des jeunes garçons, mais là, nous avions surtout des exemples concernant de très jeunes filles. Donc voilà le type de comportements qui sont inquiétants. Évidemment, si la loi a été mise en œuvre, la loi votée par l'Assemblée sur la majorité numérique, on n'aurait pas ces difficultés, et c'est certainement toute la difficulté de la question. Mais donc là, nous sommes face à des phénomènes sur lesquels nous devons certainement travailler davantage pour mieux savoir comment les prévenir, parce que le droit pénal n'est pas forcément d'une grande utilité sur ce plan-là. S'agissant de la réglementation que vous avez évoquée, puisque, alors, comment dire, avant d'envisager une réglementation, peut-être faut-il s'assurer que celle qui est en vigueur est correctement mise en place. Et donc, sur ce plan-là, s'agissant du règlement sur les services numériques qui est mis en œuvre, qui est applicable en France, et pour lequel nous pouvons nous adresser à l'ARCOM, nous devons définir les risques systémiques et surtout les documenter. Et je dois dire que les agents de l'État ne sont peut-être pas tous complètement formés aujourd'hui pour appliquer cette réglementation. Enfin, je parle pour moi déjà, enfin pour mon service, parce que les risques systémiques, on a beau se dire que là, les exemples que je vous donne, ce sont certainement des risques systémiques, puisque ce sont des risques systémiques pour la population. Il n'y a pas d'autres risques qui peuvent être définis. Mais pour autant, sur la manière de le motiver, d'étayer ces faits, c'est quelque chose de relativement nouveau sur lequel nous devons certainement progresser. Si on s'adresse à Pharos, je pense que Pharos est aujourd'hui bien paramétré pour tout ce qui relève de la sécurité des personnes, du droit pénal. S'agissant des risques systémiques, je ne suis pas allé interroger Pharos, hein, donc peut-être qu'il répondrait déjà pour eux certainement mieux que moi. Mais ce que je veux dire, c'est que l'application de ce règlement européen nécessite d'autres formes d'analyse. Et nous n'avons pas, enfin c'est une réglementation qui est toute nouvelle, donc avant même de savoir s'il faut la faire changer, je pense qu'il faut déjà qu'on puisse l'appliquer de manière rigoureuse. Nous avons proposé une adresse numérique qui est numérique sans accent _mivilude@intérieur.gouv.fr. Nous avons fait une publicité qui n'est pas extrêmement importante parce que nous ne sommes que 15 au sein de notre service, donc nous avons un certain nombre de mesures à mettre en œuvre, de signalements à traiter, de demandes d'informations pour lesquelles il faut une réponse. Donc nous ne pouvons pas non plus être submergés par ce type de demande. Nous ne le sommes pas aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons rendu public cette adresse numérique sur ce point précis. Mais donc nous devons progresser dans la manière d'analyser ces risques systémiques, puisque ce sont ces éléments notamment qui peuvent donner lieu à des amendes si en tous les cas il y a des mesures qui n'ont pas été prises et qui ont mis en danger la population malgré les mises en garde qui ont pu être prises. Donc sur ce plan-là, nous pouvons certainement faire mieux pour l'application de la réglementation. J'observe par ailleurs que nous pouvons aussi certainement faire beaucoup mieux sans avoir besoin non plus de réglementation en termes de prévention et d'information donnée au public. Je fais référence notamment à l'étude de la Fondation Descartes, vous savez, sur l'information en santé et la corrélation qu'ils établissent entre le niveau de connaissance médicale et le fait de consulter les réseaux sociaux dans le domaine de la santé. Qu'on le veuille ou non, de plus en plus de personnes se tournent vers les réseaux sociaux pour des conseils en santé. Donc on peut le déplorer, mais c'est devenu une réalité. Et par conséquent, nous pourrions faire bien mieux
en termes de vulgarisation scientifique, médicale, pour qu'il y ait une information de qualité immédiatement accessible pour les utilisateurs de ces réseaux sociaux, y compris de TikTok. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas évidemment une autorité de santé, mais enfin, il y a des institutions comme l'INSERM, comme la Haute Autorité de Santé, et nous pourrions parfaitement favoriser ces échanges. Pourquoi pas envisager même des documents dans des formats plus réduits. Je pense notamment à des fiches qui ont été faites par l'INSERM sur certaines pratiques médicales, comme par exemple le jeûne, qui s'est beaucoup développé, et souvent au mépris de la santé des personnes, y compris de mineurs. Eh bien aujourd'hui, nous pourrions parfaitement diffuser davantage ce type d'informations de manière plus systématique avec des acteurs de la santé. Et pour cela, nous n'avons pas besoin de loi, nous n'avons pas besoin de règlement, mais il faut se mettre autour d'une table, il faut avoir suffisamment aussi de fonctionnaires pour s'occuper de ces questions. On en a quand même, on peut les trouver, je veux dire, mais il faut pouvoir identifier le service qui s'en occupera, qui peut jouer l'interface entre ces institutions médicales, les grands réseaux sociaux, les acteurs associatifs. Nous avons commencé à le faire, mais c'est vrai que c'est un champ qui est extrêmement vaste. Il y a eu des annonces faites par le ministre de la Santé suite aux assises de lutte contre la désinformation médicale, mais voilà typiquement le genre de mesures que nous pourrions faire et qui seraient extrêmement importantes. Voilà. Alors si TikTok doit perdurer en Europe, je ne sais pas, je n'ai pas d'avis là-dessus, et c'est à la représentation nationale aujourd'hui d'avoir des propositions là-dessus, mais pour avoir rencontré nos homologues espagnols, la police espagnole a un compte TikTok qui est extrêmement populaire et qui fonctionne, semble-t-il, très bien. Je ne dis pas qu'il faut faire la même chose en France, mais disons que dans le domaine de l'information, de la prévention, nous pourrions nous emparer davantage de ces outils. C'est vrai que nous sommes un peu préoccupés de certains fonctionnements de TikTok, et nous-mêmes, Miviludes, on n'a pas trop fait de démarches là-dessus. Il faudrait probablement d'ailleurs une autorisation du SIG en France sur ces sujets, donc on ne le ferait pas tout seul. Mais ce sont des vraies questions qui se posent. On ne peut pas être à la fois déplorer des effets et laisser l'outil en vigueur, et sans en utiliser les potentialités. Enfin, il faut en tout cas faire des choix. Et en tous les cas, sans même parler de TikTok, nous devons certainement faire beaucoup mieux. Il y a des médecins qui s'en sont emparés, qui font de la vulgarisation scientifique. Il faut très probablement les mettre encore davantage en valeur. Micro. Oui, merci beaucoup. Merci pour ces explications. Après, cela dit, en vous écoutant, je me dis que la démarche en soi peut être discutable, ce que vous expliquez, c'est-à-dire on est face à des fake news, à des informations qui sont quand même dangereuses d'un point de vue médical, notamment à la portée, on le voit aujourd'hui, de mineurs qui ne devraient d'ailleurs pour certains pas être sur ce réseau social et qu'ils le sont. Donc on a un peu l'impression que ce qu'on nous demande, en tout cas la façon dont ça fonctionne aujourd'hui, c'est de ramer, entre guillemets, pour essayer de rétablir une espèce d'équilibre sur ces réseaux sociaux entre des fake news qui sont balancées de façon assez massive et nous qui, du coup, nous interrogeons sur le fait de créer des comptes un peu officiels pour essayer de rétablir un équilibre. On peut quand même se demander quelle est la part de responsabilité, et c'est tout l'objet aussi de notre commission d'enquête de TikTok, qui, du coup, lui, voilà, une attitude complètement attentiste et qui n'assume absolument pas ce qu'il parfois met en avant à travers notamment l'algorithme. Donc voilà, ça pose quand même question. Moi, je voulais peut-être vous entendre sur le cas de l'influenceuse Ophénia, pour lequel vous avez saisi le procureur de la République. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Oui, je vous remercie. Alors, je précise tout d'abord que la presse s'est fait l'écho du fait que nous avions adressé un signalement au procureur de la République, à la procureure de la République de Paris, et que de manière générale, la Miviludes ne communique jamais sur les signalements à la justice qu'elle fait pour ne pas compromettre les chances de réussite d'une enquête. Et il se trouve que c'est le parquet de Paris qui lui-même a donné cette information, qu'il y a eu des articles de presse, ce qui me permet de vous en parler, et puis parce que je crois que c'est mon obligation et que je n'ai pas de secret aucun à faire valoir puisque je ne suis pas une autorité judiciaire.
Donc nous avons été informés par le collectif MAIR, donc Mineurs, Éthique et Réseau, d'une masse d'informations, pas facile d'ailleurs non plus à exploiter, puisque c'est beaucoup de captures d'écran. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour dire que il me semble que les captures d'écran ne sont pas une preuve, il faut faire savoir ça aux personnes qui nous sollicitent. Seul le lien Internet peut être une preuve, et encore si on a pu démontrer qu'il était en ligne. Et donc c'est notamment la plateforme Pharos qui enregistre tous les liens Internet qui lui sont adressés et qui permettent de se dispenser des services d'un huissier qui va constater que tel contenu est en ligne à telle heure. C'est eux qui pourront apporter la preuve de cette mise en ligne. Bref, nous avons reçu cette masse d'informations qu'il a fallu décrypter et analyser. Et compte tenu eh bien, des faits qui étaient rapportés, j'ai signé donc un signalement à la procureure de Paris faisant état d'un certain nombre de faits préoccupants. Je vous ai parlé déjà d'un certain nombre de ces faits, puisque j'ai parlé d'une influenceuse. L'influenceuse en question, c'était l'influenceuse Ophénia, y compris sur ce gendarme qui nous sollicitait pour cette tentative de suicide. Alors, en fait, je vais retrouver les éléments sur ce plan, mais ce qui nous a... En fait, il y avait plusieurs faits qui étaient préoccupants s'agissant de l'influenceuse Ophénia. En premier lieu, donc j'ai rapporté ces faits-là. J'ai rapporté aussi les éléments sur les idées de suicide que pouvaient avoir de jeunes internautes. Et puis, il y avait également le fait que la communauté Bégénia, puisque c'est le nom qu'elle a donné à sa communauté, serait composée d'adolescentes, parfois très jeunes. Donc, même si la plupart des comptes TikTok ne précisent pas l'âge des utilisateurs, la consultation de ces comptes permettait de constater que certains d'entre eux étaient des mineurs âgés de moins de 15 ans, d'après ce qui était déclaré en fait sur les images elles-mêmes. Voilà, et donc la presse s'est fait l'écho de ces éléments également. Et puis la consultation de comptes des réseaux sociaux TikTok et Instagram, toujours donc de l'influenceuse Ophénia, démontrait une très forte activité du compte d'Ophénia et de nombreuses interactions directes avec les membres de sa communauté, avec des commentaires, des likes, des lives, des notifications, choses qui ne sont pas évidemment interdites par la loi, mais qui posent question dès lors qu'il s'agit de jeunes mineurs. Voilà. Alors, pour aller plus dans le détail, les échanges en fait électroniques révélaient une forte adhésion au mouvement d'humeur d'Ophénia. Donc, c'est pas non plus interdit d'avoir des mouvements d'humeur, mais il y a une espèce d'effet d'amplification de membres de sa communauté qui nous préoccupait, puisqu'il se disait prêt à la défendre, allant jusqu'à insulter tout détracteur, voire à proférer des menaces de mort. Enfin, on a pu en retrouver quelques-unes, mais on ne peut pas avoir d'analyse globale sur ce plan-là. C'est la même chose pour le harcèlement, puisque en voulant lutter contre le harcèlement, il ne faut pas non plus que cette lutte puisse provoquer des effets inverses à ce qui peut être proclamé. Voilà. Alors, il y avait des éléments, semble-t-il, plus localisés, enfin plus isolés, qui faisaient état de la promotion d'activités illégales telles que l'usage d'un taser. Est-ce que c'était avéré ou pas? Je ne sais pas. Seule l'enquête pourrait y répondre. Le fait aussi de se filmer au volant d'un véhicule à grande vitesse sans ceinture, des faits de cyberharcèlement, des violences, des propos sexualisés ou des allusions sexuelles. Et donc là, on est sur quelque chose d'encore plus difficile à caractériser, puisqu'à partir de quand c'est problématique. Il y a une infraction de corruption de mineurs qui existe, mais enfin, il faut pour cela des éléments intentionnels, et tout dépend de la manière dont c'est reçu, interprété, reproduit, etc. De manière générale, c'était aussi le comportement mimétique et parfois presque fanatique de membres de cette communauté qui nous paraissait
préoccupant, puisque lorsqu'Ophénia faisait état d'une contrariété particulière, des membres de sa communauté réagissaient de façon passionnelle et se montraient aussi affectés qu'elle, avec des photos de jeunes filles portant des cicatrices de scarification ou des marques de blessures, ou de jeunes filles qui annonçaient une grève de la faim, ou des projets de tentatives de suicide. Donc, vu la gravité de ces éléments, moi, il m'a semblé qu'évidemment, ça dépassait de très loin les compétences de la Miviludes, et c'est la raison pour laquelle j'ai adressé un signalement sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale, qui oblige tout fonctionnaire à transmettre des faits de nature délictuelle au procureur. Donc je l'ai fait, et en visant donc l'ensemble de ces faits, sans avoir les moyens, puisque je ne suis pas un organisme d'enquête, de vérifier ces propos ou d'aller plus avant en termes d'investigation concernant le compte d'Ophénia. Donc on en est resté là. Merci pour ces précisions, Madame la rapporteure. Vous avez fini. Je vois qu'on a deux collègues que je remercie pour leur participation à cette audition. Je ne crois pas qu'il y ait de collègues connectés en visio. Est-ce que l'un de vous deux souhaite intervenir et poser une question à la Miviludes? Monsieur Vermorel-Marquez. Merci, Monsieur le Président, et merci, Madame la rapporteure, aussi pour la qualité de ces auditions, et puis merci pour votre présence. Même si ça dépasse le cadre de cette commission d'enquête, même si je pense qu'il y a un lien, et surtout si vous le confirmez, est-ce que l'impact de TikTok dans les addictions que vous mettez en avant est plus important chez les mineurs que chez les majeurs? Autrement dit, est-ce que les mineurs sont dans les signalements que vous pouvez avoir ou dans les différentes enquêtes que vous pouvez mener, sont ciblés délibérément par l'application, ou si c'est un phénomène général dans la population? Je vous remercie pour cette question. Monsieur le député, je n'ai pas précisé, j'aurais dû le faire tout à l'heure, mais de vous indiquer que nous avons reçu à la Miviludes 135 signalements relatifs à TikTok. Et sur ce total de 135 dossiers, 17 concernaient de manière spécifique des mineurs, beaucoup concernant l'influenceuse que j'ai mentionnée tout à l'heure. Voilà. Et pour les autres dossiers, il peut y avoir potentiellement des mineurs, mais qui n'étaient pas forcément identifiés. Donc nous n'avons pas d'éléments, enfin moi je n'ai pas d'éléments aujourd'hui pour vous dire que nous avons des signalements, des éléments d'analyse qui démontrent que des mineurs ont été spécialement ciblés. Simplement, dans l'utilisation de la technologie numérique et de type TikTok, et le fait qu'il puisse y avoir des mineurs qui font partie de leur audience, il y a un mélange qui peut être préoccupant dans la facilité de contact et dans l'effet collectif que j'ai essayé de décrire, je crois qu'on parle d'homophilie, le fait de constituer des petites communautés homogènes où les uns et les autres se conforment au comportement des autres. Là, il y a évidemment un danger, enfin, un risque de danger pour des mineurs, dès lors qu'il y a des fillettes de 10 ans, de 12 ans, qui vont se conformer au comportement de leur correspondante également mineure, dans une forme de surenchère parfois, dès lors qu'on parle de harcèlement, de mort, ou de choses très intimes, de blessures intimes. Donc là, il y a certainement une prévention nécessaire. Je ne sais pas s'il y a eu un ciblage de mineurs, mais il y a une protection qui est absolument nécessaire à apporter, avec une possibilité pour les parents d'avoir un outil efficace pour l'empêcher. Je crois qu'en Chine, on utilise la reconnaissance faciale. Alors, je ne suis pas sûr qu'en France, on soit prêt à ces sacrifices de liberté publique, mais enfin, il y a certainement d'autres manières. Je ne sais pas jusqu'à quel point, ça, c'est pas... Je n'y ai pas travaillé spécifiquement, mais si vous voulez, il y a une question de... Enfin, ce dosage entre les libertés publiques, c'est au Parlement de le faire, d'équilibrer ces différentes libertés publiques. Mais c'est vrai qu'en voyant ces éléments que j'ai évoqués et l'utilisation de la technologie TikTok, on comprend assez vite qu'on est quand même face à un phénomène qui dépasse un peu ce qu'on a vu précédemment et qui dépasse nos cadres d'analyse habituels de droit pénal classique. On est dans autre chose dès lors qu'on est dans un phénomène collectif qui va très vite et sur lesquels les mineurs peuvent agir parfois sans aucun contrôle des adultes.
Merci pour cette réponse, Monsieur Vogetta. Et puis on va pas tarder à passer à l'audition suivante. Merci, monsieur Le Vaillant, Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Je vais rebondir sur la mention que vous avez faite des crypto-monnaies et de leur mention sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Effectivement, on a parfois l'impression d'une certaine dérive dans le fait que certaines communautés se créent autour de ce sujet des crypto-monnaies et autour de l'intérêt spéculatif, de l'attrait spéculatif de ces crypto-monnaies étant ou devenant un chemin vers l'argent facile et la richesse garantie. Alors ma première question, est-ce que c'est un phénomène que vous avez observé qui se limite aux crypto-monnaies, ou est-ce que vous avez identifié d'autres sujets d'ordre financier que l'on pourrait assimiler à des structures pyramidales qui se développent sur et grâce aux réseaux sociaux? Et ma deuxième question, est-ce que vous pensez que le rôle que jouent les réseaux sociaux dans la promotion de certaines de ces chemins vers la richesse puisse avoir une influence sur la société au sens large, en termes des valeurs que cette société construit sur justement le sens de l'effort contre l'argent facile? Et la question que je me pose en particulier est liée à l'actualité. On a vu des incidents de plus en plus violents qui correspondent aux caractéristiques du grand banditisme, qui ciblent des personnes connues et reconnaissables liées au monde des crypto-monnaies. Est-ce que vous pensez que cela peut avoir un lien? Merci, Monsieur Le Vaillant. Merci. Merci, Monsieur le député. Alors effectivement, je n'ai sans doute pas mentionné suffisamment, le coaching est une des menaces qui existent, et notamment pour les adolescents, sur les réseaux sociaux. Vous avez évoqué, effectivement, j'avais mentionné les crypto-actifs, c'est un des éléments assez populaires sur les réseaux sociaux, sur TikTok, mais pas seulement. Mais c'est assez, comment dire, assez frappant de voir que le phénomène des dérives sectaires, on le retrouve de la même manière dans ce domaine du monde du coaching, où finalement il y a un risque de rupture familiale, parce que les dérives sectaires, c'est d'abord une affaire de rupture familiale. Ce sont les familles qui nous contactent en disant on a perdu le contact avec notre fils, avec notre fille, tout autre membre de la famille. Il est parti avec tel mouvement. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous connaissez tel influenceur? Est-ce que vous connaissez... Voilà. Et donc, ça commence malheureusement comme ça. Et le culte de l'argent facile est une source très efficace d'attrait d'un grand nombre d'adolescents, de jeunes adultes. Et donc, il peut y avoir dans certaines organisations une forme de pression sur des objectifs commerciaux, de ramener de nouveaux clients. Et vous avez évoqué les système de vente pyramidale, et on a ces systèmes-là que l'on retrouve de manière très claire, et avec également l'effet de la pression du groupe, qui peut être aussi la pression dans une pression physique, enfin au sens où il y a une réception de tous les coachs, tous les agents, et donc un phénomène collectif où il y aura des objectifs supplémentaires qui seront fixés sur ce candidat, sur ce nouveau coach. Donc ces phénomènes-là, on les a identifiés. Malheureusement, ils sont effectivement très puissants. Nous avons fait aussi des signalements à la justice pour certains d'entre eux. Enfin, j'en ai mentionné un tout à l'heure. Et évidemment, parfois d'autres adolescents peuvent s'en amuser, mais ces valeurs de l'argent facile, des influenceurs à Dubaï, cette vie voilà, d'image, évidemment, elle pèse dans l'ambiance générale. Donc tous n'ont pas la chance et la possibilité de prendre du recul par rapport à ça. Mais donc les menaces existent complètement dans ce domaine-là. Et nous le voyons aussi parfois par un mélange des genres dans le domaine du coaching, où on rajoute un peu de spiritualité, des conseils en santé, ou dans le domaine du bien-être. Et c'est quelque chose qui fonctionne finalement assez bien, malheureusement, où les personnes rechercheront plus l'expérience des uns et des autres plutôt que le diplôme et toutes les garanties qui pouvaient exister précédemment de manière assez habituelle. Merci. Merci. Alors, on approche de la fin de notre audition.
Je vais juste vous demander, parce que j'aimerais bien qu'on ait un certain nombre d'éléments, juste de me répondre oui, non aux quelques questions que je vais vous poser. Alors vous pouvez activer votre micro, je crois qu'on peut parler en même temps, comme ça va aller très vite. Mais est-ce que vous avez déjà vu des jeunes qui dépensent de l'argent sur TikTok, dans les témoignages qui vous ont revenus? Alors, oui, c'était sur les signalements, oui. Ouais. La réponse est oui. Est-ce que vous avez déjà vu des jeunes qui gagnent de l'argent sur TikTok? Ça n'a pas été porté à ma connaissance. D'accord. Non. Ok. Est-ce que donc là, voilà, non, c'était ma question très simple. Voilà. Est-ce que vous avez un peu investigué ces mécanismes liés à au commerce, aux différentes pratiques de dépenses des jeunes? Alors, pas suffisamment, parce qu'il faudrait dégager un temps nécessaire pour cela, mais nous répondons d'abord aux signalements et aux demandes d'informations qui nous sont faites, et en répondant à l'objet de nos missions fixées dans notre décret, mais enfin, nous ne demandons qu'à pouvoir élargir nos compétences et en investiguant davantage ces questions-là. D'accord. Combien il y a d'agents aujourd'hui? Alors nous sommes 14, il y a 4 contrats, 10 mises à disposition d'agents d'autres ministères. Donc nous sommes 14 avec un alternant, ça fait 15. Est-ce que vous estimez que vous avez les moyens suffisants pour mener à bien les missions qui sont les vôtres? Tout dépend ce qui nous est demandé. Mais en tous les cas, nous avons le double de signalements depuis 2015. Et ces signalements leur gravité n'a fait que s'amplifier, d'après ce que me disent les membres de mon équipe. Donc et comment ont évolué les effectifs depuis 2015 de la Miviludes? C'est resté à peu près stable. Okay. Est-ce que vous constatez parfois des difficultés quand il y a des urgences, par exemple, qui vous sont remontées à saisir dans des délais courts la justice, ou est-ce que vous êtes en capacité de traiter l'urgence? Alors l'urgence, nous la traitons toujours en urgence. Mais les phénomènes de manipulation mentale nécessitent un travail qui peut être long pour prouver, pour démontrer en tous les cas ce mécanisme. Donc c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Voilà. Mais nous souhaitons aussi conserver notre possibilité de faire de la prévention, notamment par notre rapport d'activité. Donc voilà, nous devons concilier ces contraintes. Merci. Ce sera tout pour moi. C'est tout pour vous, Merci, Madame la rapporteure. Merci pour